L'échiquier international, bienvenue à vous. Détruire pour détruire, tuer pour tuer gratuitement avec son tapis de bombes incessantes. Netanyahou n'a qu'une seule chose en tête, finalement poursuivre le nettoyage ethnique débuté en 1948 et remis au goût du jour avec des armes américaines et la complicité occidentale. Rien ne devrait subsister des fragrances du patrimoine, du mot même de Palestine. Le logiciel de tout colon est de dire que la terre est en vide, la terre qu'il vient d'occuper est en vide de toute manière et qu'il faille simplement combler le vide. Le mythe colonialiste vieillit mal, de toute façon l'histoire nous l'a appris. Le sionisme, il faut le savoir, n'est pas une politique d'extrême droite ou raciste ou racialiste. Le sionisme est devenu et observé comme étant une maladie mentale qu'il faut traiter comme telle, où l'autre est forcément à annihiler, mais l'autre est sacré et prend souvent justement des armes pour se défendre à travers son droit d'existence, et parfois résister se confond également avec l'art, et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Raza, l'art au service de la résistance, thématique de l'échiquier international du jour, début des échanges dans une poignée de secondes. L'art au service de la résistance. Pour en parler justement, je reçois un auteur, un essayiste et un amoureux des arts, Nadim Khoudam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, par où commencer? Peut-être avec une question, une présentation un peu générale. Écrire un poème après Auschwitz étant une barbarie, a dit le philosophe Théodore Adorno, phrase célèbre qui donna durant longtemps source à d'âpres discussions en soi, c'est-à-dire que l'activité culturelle ou artistique n'avait pas pu empêcher la barbarie nazie dans cette Europe réputée civilisée, dans cette Europe à l'avant Deuxième Guerre mondiale. On dirait que ce même Adorno aujourd'hui, face à l'effroyable situation à Raza ou dans le monde des arts, se serait aussi offusqué de la situation qui traverse le Moyen-Orient, mais surtout la Palestine. Effectivement, on pourrait reprendre sa phrase et dire actuellement, écrire de la poésie avec ce qui se passe près de chez nous, à Gaza, avec les milliers de morts, la destruction, le nettoyage ethnique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Est-ce encore décent d'écrire de la poésie? Voilà, la question, ce serait peut-être celle-ci. Et quand on pense que la poésie peut émanciper les humains et sortir de cette miasme, de ce miasme, de cette barbarie dans laquelle il nous attire tous, je pense que la poésie a encore un rôle à jouer aujourd'hui, malgré la déchéance actuelle. Alors je pose la question, je conçois que c'est une question quand même délicate et très loin d'être facilement, on va dire, exploitable. Mais que peut la poésie, aujourd'hui, face à la barbarie qui secoue, bien entendu, Raza, mais qui secoue généralement beaucoup de conflits armés à travers le monde? Elle peut apporter de l'espoir. De l'espoir. J'ai souvent travaillé avec les enfants de Gaza, avec un ami qui est inspecteur académique à Gaza. Et le leitmotiv, c'est de donner de l'espoir aux enfants. La poésie, l'écriture peut donner, et les arts en général peuvent donner de l'espoir à ces enfants. Il est inadmissible que de génération en génération, on ferme l'horizon de ces enfants-là. Et les artistes devraient être à la hauteur de cette tâche-là, mettre leur art au service de cet espoir. Parce que l'enfance, finalement, est le symbole de l'avenir. Pourtant, Nadim, l'art est également une conscientisation, finalement, des choses, à savoir révéler ce que les mots, parfois, ne peuvent capter. Sommes-nous, selon vous, ou serions-nous dans une société des arts de la connivence, puisque la poésie, on va dire, a perdu un peu de son essence politique ou de dénonciation des sujets politiques? Je suis entièrement d'accord avec vous. La poésie, mais tous les arts aussi, on peut leur reprocher actuellement
on voit au Festival de Cannes, on voit un peu partout, le théâtre aussi ne parle plus de l'humain, ne parle plus de la société, n'est plus impliqué politiquement. Et on peut le regretter. Tous les arts ont été gangrénés par le capitalisme, par la marchandisation des idées et du beau. Il faudrait que les artistes reviennent, c'est mon point de vue personnel, reviennent à leur rôle qui est de émanciper l'être humain. Alors, comment les faire revenir, Nadim, selon vous? Je crois qu'une prise de conscience générale doit se faire. Il y a un long travail à faire parce que le rouleau compresseur mercantiliste, capitaliste, est terrible. Il est très fort, il est puissant. Et il faut créer des poches de résistance intellectuelle, artistique, militante, et de ces poches-là, s'agrandir et pouvoir créer une nouvelle résistance culturelle. Alors, un célèbre dissident de l'époque soviétique qui a connu le goulag, Alexandre Solzhenitsyn, pour ne pas le nommer, il racontera d'ailleurs cette expérience du goulag qui dépasse l'entendement, hein, dans l'archipel du goulag, ou encore une journée d'Ivan Denisovitch, deux œuvres qui sont considérées comme un décryptage minutieux du système concentrationnaire. Plus tard, d'ailleurs, Solzhenitsyn obtiendra l'asile aux États-Unis. Mais avec l'avènement de Poutine au pouvoir, il rejoindra son pays. Et quand un journaliste américain lui pose la question sur ce retour en Russie, ce retour dans cette Russie, selon l'imagerie américaine, cette Russie encore totalitaire, hein, Solzhenitsyn dira en parlant des États-Unis « J'ai vécu dans votre futur ». L'Occident est une sorte de, selon vous, de totalitarisme 2.0. En tout cas, on le pense. Peut-être que Solzhenitsyn annonçait également le cas de Snowden, de Julian Assange, de l'interdiction également de manifester en France pour le droit des Palestiniens. C'était prophétique. Sa remarque était prophétique. Exactement, tout à fait. Tout ce qui se passe dans le capitalisme, par exemple aux États-Unis, arrivera en Europe à un moment ou un autre, 10 ans ou 15 ans après, et dans le reste du monde. Toute cette marchandisation des idées, de la culture, de l'être humain, c'est pour demain, c'est aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, de chanteurs, d'artistes maghrébins en France qui sont auréolés de succès. On ne va pas donner tellement de noms, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais on les trouve quand même un peu timides concernant la situation à Raza, contrairement à des artistes, à des artistes, on va dire, d'origine juive, qui n'hésitent pas, eux, à prendre la défense de Netanyahou. Pourtant, Netanyahou est considéré aujourd'hui comme un criminel de guerre, selon les instances internationales. Comment vous expliquez, vous qui vivez en France, cette timidité, ce côté un peu timoré des artistes maghrébins, des artistes maghrébins en France? D'abord, il faut saluer tous ces artistes qui prennent le courage de montrer leur opposition à la politique dévastatrice de Netanyahou. Et effectivement, dans la diaspora, entre guillemets, maghrébine en France et en Europe, effectivement, ils sont très timorés, ils sont paralysés par la peur. La peur de quoi? La peur de quoi, Nadim? De ne plus travailler. Mais certains ont beaucoup de succès, sont riches, ils ont un espace d'expression confortable, ils ont assuré, on va dire, entre guillemets, leur place, leur statut, leur avenir. Et pourtant, sur des sujets jugés politiques et voire explosifs, comme le dossier palestinien, on les trouve quand même un peu en retrait, voire complètement à la marge. Je suis entièrement d'accord. C'est peut-être une histoire de courage. Tout simplement. Humain. Tout simplement. Tout simplement. Alors, on le rappelle, hein, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, déclare l'entité sioniste n'arrêtera pas sa folie sans la pression de la communauté internationale et on appelle le monde à suspendre donc les relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Une déclaration qui a d'ailleurs, cette déclaration qui a trouvé un écho, chez certains artistes lors, par exemple, du festival de Cannes. À travers, par exemple, on a vu la robe du mannequin américain Bella Hadid, vêtue d'une robe inspirée du kéfier palestinien, ou encore celle bien entendu, de l'actrice oscarisée australienne Cate Blanchett, avec une robe, on va dire, bien inspirée.
tout à fait. Il faut saluer ce courage. Et vous voyez aussi dans les universités en Europe, aux États-Unis aussi, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en route. C'est les jeunes, c'est les intellectuels, ceux qui étaient à l'origine loin de cette cause. C'est par eux que je pense que l'espoir viendra Alors, on reste d'une prise de conscience générale. Mais comment vous expliquez justement ce sursaut aux États-Unis, ces jeunes qu'on pensait plutôt tranquilles, c'est-à-dire assurer leur diplôme, surtout au sein des Ivy League, les grandes universités américaines, Columbia, Harvard, Yale. Comment vous expliquez quand même ce sursaut, cette conscientisation? C'est vrai qu'il y a une culture de la, on va dire oui, de l'insubordination au sein des campus américains. On a tous en image la séquence de la guerre du Vietnam. Mais comment vous expliquez que tout d'un coup, toute cette jeunesse américaine s'éveille? On a vu certains étudiants américains lors de la cérémonie de diplôme, pourtant c'est un moment solennel. Aux États-Unis, on se consacre toute sa vie pour cette cérémonie parce que les études coûtent cher, parce que c'est un moment, oui, c'est un moment important. Et pourtant, certains ont dédié ce moment-là, pardon, aux victimes de Gaza et des Palestiniens. Oui, on peut critiquer, on a le droit de critiquer les États-Unis parce qu'ils font beaucoup de mal au monde, mais il faut reconnaître que c'est une démocratie. Et dans cette démocratie, il arrive que la jeunesse prenne conscience de certains problèmes dans le monde et agissent. Voilà. Je pense que c'est la démocratie américaine. Elle a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Ce qui est étonnant, c'est que peut-être que c'est au sein de l'Empire, cet empire américain, cet empire totalitaire, cette tentacule américaine, cet impérium américain, peut-être c'est au cœur de cet empire qu'il y a également peut-être une forme de subversion, de résistance aussi, qui n'est pas à sous-estimer. Bien sûr. Rappelez-vous, pour le Vietnam, c'est quand même la rue, l'opinion publique qui a fait cesser la guerre quand même, hein, qui a beaucoup pesé. Et personnellement, je compte beaucoup sur l'opinion publique américaine pour jouer son rôle dans le conflit palestinien. Alors, à l'époque, on avait posé la question à un général américain qui avait justement qui avait mené des opérations donc au Sud-Vietnam. Il avait dit, mais comment ça se fait que vous, les Américains, avec vos armes, avec votre technologie, avec votre savoir-faire, d'une certaine manière de la guerre, vous l'ayez perdu au Vietnam face à des paysans? Il répondit tout simplement, la guerre, nous l'avons perdue au cœur des rues new-yorkaises et américaines. Est-ce que vous pensez que cette opinion américaine, ce mouvement de contestation pro-palestinien pourrait faire, je ne sais pas, basculer le mouvement en direction des Palestiniens? J'en suis persuadé. Si l'opinion publique américaine grandit dans cette idée de soutien au peuple palestinien, elle va faire basculer l'administration américaine qui, elle, fera basculer le gouvernement de Netanyahou. Alors on reste un tout petit peu encore au Festival de Cannes. Hein. Le communiqué des organisateurs avait demandé au départ, avait demandé à tous les participants de ne pas afficher des soutiens politiques de peur de créer la polémique. C'était dans le communiqué de presse du Festival de Cannes dès les premiers jours. Pourtant, quand on observe les œuvres finalistes de cette 70e édition, on observe quand même une comédie musicale latino de Jacques Audiard sur un trance, sur les aventures d'un trance de cartel. Emilia Pérez, c'est le titre du film. Et il y a un autre film aussi, vainqueur, celui-là de la Palme d'Or, qui s'appelle Aurora, qui raconte le parcours d'une travailleuse de nuit, sans parler d'une certaine Carla Sofia Gasgon qui devient la première actrice transgenre à recevoir un prix. Il n'y a rien de neutre dans ces prix, Nadim, qui sont pourtant des prix politiques, à essence politique, dans un monde où pourtant on parle d'un génocide à Gaza. Bien sûr, c'est un palmarès politique, mais peut-être pas dans le sens où on aurait aimé qu'il soit. Et rappelons-nous que le Festival de Cannes, c'est quand même un acte politique. À sa naissance, c'est en opposition au Festival de Venise, qui avait été repris par les fascistes italiens. Le Festival de Cannes, sa création, est un acte de résistance et politique. Mais bon, je suis pas sûr que la ligne est toujours maintenue. En parlant de poésie, c'est Pier Paolo Pasolini qui avait dit que
l'ennemi de la gauche n'était pas le fascisme, mais justement le consumérisme, et que le fascisme, le néofascisme en tout cas, était le consumérisme. Est-ce que vous pensez que le fascisme d'aujourd'hui, le consumérisme, on le voit avec le Festival de Cannes, avec même cette gauche qui préfère plus parler des minorités plutôt que de prendre, de prendre fait et cause pour la Palestine, qui est normalement un combat anti-impérialiste par essence? Bien sûr, la cause palestinienne, c'est la mère de toutes les causes. Elle catalyse en elle-même tout le conflit nord-sud, la culpabilité européenne, le colonialisme, le décolonialisme, on y a tout là-dedans. C'est la mère de toutes les causes. Et les autres sont vraiment subalternes. Le propre vous me direz ce que vous allez en penser, mais le propre de l'artiste est aussi d'être, une forme de porte-voix, porte-drapeau des sans-voix, des sans-grades. Mahmoud Darwish, par exemple, poète palestinien, ou Hassan Kanafani, mais en Occident, par exemple, je ne sais pas où sont passés, on parlait de Pasolini, où est passée cette culture, ces émissaires de Pasolini, les gens jeunés qui dénonçaient à l'époque Sabra et Shatila, les sportifs aussi, comme l'américain John Carlos, Tommy Smith, Mohamed Ali, qui dénonçaient également les exactions contre les Afro-Américains. On en parlait un tout petit peu, on a esquissé un peu la réponse. Mais selon vous, est-ce que c'est l'argent qui a enfoui le courage? Est-ce que c'est la peur de la mort sociale? Est-ce que c'est la fin de ne plus apparaître dans les mondanités, les dîners en ville? Vous avez donné la réponse à vos questions. C'est l'argent, c'est la peur de ne plus travailler, la peur de ne plus apparaître sur les écrans ou être édité. C'est cette peur-là. Et cette poltronnerie, récemment j'avais posté l'article de Jean Genin lors de Sabra et Shatila, et j'avais écrit on est loin de la poltronnerie d'aujourd'hui, des artistes, du milieu artistique aujourd'hui. Un Jean Genin qui écrit ça face à tout le monde, face à toutes les critiques, mais il maintient mordicus ce qu'il pense et son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Est-ce que, selon vous, un Jean Genet aujourd'hui pourrait, je ne sais pas, écrire dans un canard ou s'exprimer à travers des espaces ou au sein d'une université pour dénoncer avec ces mots durs, mais c'est des mots qui sont à la hauteur aussi de l'injustice? Est-ce qu'un Jean Genet pourrait exister, ou un Pier Paolo Pasolini, je ne sais pas? Est-ce qu'en Occident aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conditions qui pourraient permettre l'émergence de ce type de figure? Peut-être pas aujourd'hui. La chape de plomb est trop importante de l'ordre établi. Et c'est difficile d'émerger. Peut-être avec les réseaux, avec Internet, il y a d'un Jean Genin, un Pasolini quelque part, mais on ne l'entend pas. On va essayer de se consoler quand même avec les moyens du bord. Le miracle est peut-être là un tout petit peu, c'est qu'il y a toujours eu un art, malgré tout, de la résistance palestinienne, propre aux Palestiniens. On a cité Hassan Kanafani, Mahmoud Darwish, il y a aussi bien entendu Edouard Saïd, sans parler par exemple de la chanteuse libanaise Fayrouz et son puissant Zahrat el-Madain, une hymne à la décolonisation complète de la Palestine. L'art de la résistance palestinienne semble avoir raison de tout, à toutes les époques, intemporelles, malgré les lobbies, malgré la machine médiatique vorace et annihilante des lobbies sionistes. La résistance palestinienne est là et elle trouve sa manière de dénoncer les choses avec les moyens du bord. Parce que c'est une cause noble. Elle est ancrée dans chaque Palestinien, dans leur cœur, dans leur âme. Et ça, quel que soit l'ennemi qui est en face, qu'il soit militaire, économique ou culturel, on ne peut jamais enlever cela. Ce qui est ancré en nous. Voilà. Il y avait également Hannah Arendt, la philosophe allemande, qui avait fait beaucoup d'études sur les totalitarismes en général. Elle a beaucoup travaillé sur les totalitarismes nazis et staliniens, et elle avait dit que ce qui l'inquiétait, c'est les totalitarismes 2.0 qui étaient en train de prendre en tenaille l'Europe et l'Occident. Ils l'avaient tous pressenti, Nadim Odam. Oui, et on y est là, sur le totalitarisme 0.0, on y est en plein. Mais au-delà des ruines, des deuils,
du sang et des souffrances, au-delà de la terreur barbare qu'on voit en ce moment, parce que cette guerre, elle atteint l'essentiel. Elle va laisser quelque chose qui se refuse à la pensée, quelque chose que la mémoire ne pourra jamais ensevelir dans l'oubli, que l'humanité ne pourra jamais oublier, jamais. Nadim Oudman, quel message vous donneriez-vous à je sais pas, un jeune écrivain, un jeune poète, un peintre, même un particulier qui voudrait aujourd'hui s'inscrire et dénoncer les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait face à cette chape de plomb que vous avez esquissée il y a quelques secondes, face à ce totalitarisme 2.0 qui est en train de prendre en tenaille l'Occident? Pourtant, l'Occident était célébré comme étant le terreau des âmes libres, et pourtant on voit que le mythe est en train de fondre. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes artistes? Persister, combattre, toujours rester présent, ne pas oublier ceux qui souffrent en ce moment. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent à nous. Moi, je reçois régulièrement des messages de Gaza. La première chose qu'ils nous disent, ne nous oubliez pas. Et chacun, à sa façon, artiste ou non artiste, peut ne pas oublier, en écrivant, en peignant, en faisant de la télévision, ne pas oublier ces gens-là. Dernière question, la poésie malgré tout, hein, qu'elle soit de n'importe quelle tendance, pessimiste, optimiste et n'importe quel courant, elle maintient quand même une consolation, une vivacité, une espérance, une espèce de vision solaire de l'avenir. Est-ce que cette poésie est encore active aujourd'hui? Je vous ai posé la question au début d'émission, mais on a fait un peu de chemin. Est-ce que cette poésie, pour vous personnellement, est-ce qu'elle est source d'optimisme pour l'avenir concernant Gaza? Puisque la poésie décrit l'indicible, décrit ce que les mots ne peuvent pas dire, ce que le monde ne peut pas dire, nos yeux ne peuvent pas voir, l'espoir doit être écrit par la poésie. La lutte doit être écrite par la poésie. C'est son rôle. Nadim Oudman, merci infiniment de nous avoir accompagnés avec ce court voyage à travers les arts, la poésie et la résistance qui ne font qu'un. En tout cas, on a tenté de le démontrer grâce à vous. Encore merci, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci bien. L'échiquier international arrive à sa fin, mais pas de panique, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, à demain.